Bienvenue, chers courtiers, aujourd'hui à cette capsule vidéo Horizon. C'est encore une fois parmi nos premières en Facebook Live. Alors, aujourd'hui, vous allez être en mesure d'interagir avec nous. Comme nous sommes live, ne vous gênez pas si vous avez des questions à nous poser, à poser à notre invité aujourd'hui. Bien, ça va nous faire plaisir d'y répondre, soit au fur et à mesure de notre entrevue ou sinon à la toute fin. Alors, aujourd'hui, on a un expert avec nous qui analyse le comportement des Québécois sur une base régulière, pratiquement à chaque jour et dans toutes sortes de contextes. Alors, je vous présente notre invité, Christian Bourque. Christian est de Léger Marketing. Alors, Christian a plus de 25 ans d'expérience en sondage d'opinion, en recherche marketing. Il est vice-président exécutif et responsable du bureau de Montréal, donc chez Léger. Et en plus, il enseigne à l'Université de Montréal les méthodes de recherche. Christian, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir, Marc. Plaisir d'être là. Alors, Christian, vous avez réalisé plusieurs études cette année que tu aimerais nous partager. Quels sont vos grands constats généraux sur l'état de la situation, ce qui se passe avec nos Québécois en 2020? On pouvait un peu s'en douter, mais quand on a posé la question, 91 des Québécois nous ont dit « la pandémie m'a changé ». On a changé en tant que citoyen, on a changé en tant que consommateur aussi. Pandémie oblige, l'ensemble de ce qu'on fait aujourd'hui est un peu dicté par le contexte dans lequel on se trouve. Je pense que vous avez organisé, en fait, vos résultats de sondage sous 6 systèmes différents que tu aimerais nous partager, hein? Oui. Il y a 6 grands axes de changement qu'on a mesurés au cours des derniers mois qui vraiment démontrent jusqu'à quel point on a été changé en tant que consommateur. Ça va de notre obsession pour la sécurité, pour l'aspect hygiénique de ce qu'on touche, de ce avec quoi on rentre en contact, jusqu'à la transformation numérique qui est totalement extraordinaire qu'on a vécu au cours des derniers mois, à toutes sortes d'autres aspects de notre vie, jusqu'à notre santé mentale. Si on commençait, Christian, justement par ton thème sur la sécurité et la prudence, qu'est-ce que vous avez observé? Bien, on sonde à toutes les semaines sur la crainte que les gens ont de contracter la COVID-19. Cette crainte-là, elle est la même aujourd'hui qu'elle était au mois de mars dernier. Autrement dit, il n'y a jamais eu de vague 1 et de vague 2 dans la peur des Québécois d'attraper cette maladie-là et de la crainte. On était à 64 au début avril, on est à 63 à la fin octobre, en termes du pourcentage de Québécois qui ont peur de contracter le virus. Même quand on pose la question, puis on le fait depuis aussi le mois de mars, on leur demande est-ce que le pire de la crise est derrière nous ou devant nous? Bien, la majorité des Québécois, encore aujourd'hui, pensent que le pire est à venir. Donc, autrement dit, tout ce qu'on a appris, tout ce que les gouvernements nous ont dit de faire depuis 8 ou 9 mois, bien, on y tient aujourd'hui autant qu'auparavant. Il y a peut-être eu un petit relâchement chez certaines personnes, mais la grande majorité des Québécois ont encore peur de toucher à des surfaces, ont encore peur que leur panier ne soit pas désinfecté à l'épicerie. La très grande majorité des gens portent le masque, le font volontairement. Ce que ça me dit à moi, c'est que quand ils entrent dans un commerce ou quand ils entrent dans une maison pour faire une visite, ils s'attendent à ce que ça soit aussi propre que s'ils visitaient une salle de chirurgie à l'hôpital. Christian, donc, je fais le parallèle entre deux choses. Les Québécois ont l'impression qu'on est au milieu ou pas encore au milieu de cette crise. Elle va donc durer encore longtemps. Comme courtier immobilier, dans le contexte actuel, sachant que les Québécois veulent, disons, agissent avec prudence et veulent un contexte sécuritaire, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire en termes justement de prudence et de sécurité? Oui, je dirais, même si, surtout quand il s'agit de faire des visites ou de rentrer en contact avec ses clients, il faut que le courtier soit, je dirais, on disait avant, quand j'étais tout petit, être plus catholique que le pape, c'est-à-dire de tenir les standards les plus élevés en matière de sécurité sanitaire. C'est-à-dire, même si votre client lui dit « oh, ça ne me dérange pas, le masque » ou « oh, ça, c'est pas grave, moi, ça ne me dérange pas », ben vous, ça doit vous déranger en tant que courtier parce qu'il s'agit d'un client à un moment donné qui trouve que son courtier n'est pas sécuritaire ou ne prend pas assez soin de lui durant une visite, par exemple, à un domicile, ben, on peut échapper à une transaction sur quelque chose d'aussi petit que ça. Les gens nous le disaient dans nos sondages, 70% des Québécois veulent que les plexiglas demeurent en place dans les commerces.
Ils veulent encore voir la personne désinfecter le panier d'épicerie avant d'y toucher. Donc, ils sont encore extrêmement craintifs, puis ils vont se projeter dans 2021 avec les mêmes craintes qu'ils avaient au début de 2020. Alors, tu viens confirmer ce qu'on partage à nos courtiers depuis déjà plusieurs semaines. C'est pas le temps de baisser les gardes. Non, pas du tout. Pas du tout, bien au contraire. Surtout qu'avec les cas qui ont augmenté au cours des dernières semaines, je crois que dans les semaines, dans les mois à venir, ça risque d'être encore plus important. De toute façon, ça démontre une volonté de bien servir son client, que d'être des fois un peu agaçant, mais encore une fois, de tenir à avoir les standards les plus élevés possibles en matière de sécurité. Parce que veut pas, on se compare parfois à d'autres professions, à d'autres industries où il y a eu des erreurs de parcours. Des fois, ça prend une erreur par une personne pour fermer un secteur d'activité complet. Oui, tout à fait. Il y a ça. Puis deuxièmement aussi, vous faites partie d'un secteur d'activité où on rentre rapidement dans l'intimité des gens. Donc, ça devient quasiment quelque chose qui est émotif un peu. Et puis, si on ne respecte pas justement l'intimité de nos clients puis des gens chez qui on visite, par exemple, bien, à ce moment-là, on peut briser un lien de confiance très rapidement. Christian, je t'amène sur votre deuxième thème, qui est un thème quand même assez important, la santé mentale et l'anxiété. Qu'est-ce que vous avez observé? Bon, ce qu'on observe, ce n'est pas nécessairement des éléments qui sont encourageants. On mesure depuis le mois d'avril des questions qui viennent du milieu académique, de la recherche académique, où on mesure la santé mentale des Canadiens et des Québécois. On se trouve aujourd'hui avec 36% des Québécois seulement, où on peut dire que leur santé mentale est très bonne ou excellente. C'est peu, là. Normalement, quand on est dans un contexte qui est hors pandémie, si je prends les données, par exemple, du CHUM en 2018, on était à 58% de Québécois où on pouvait dire qu'ils étaient avec une excellente santé mentale. On est à 36% aujourd'hui. Tout le monde a été ébranlé. La moitié des Québécois, 51% des Québécois disent « je suis plus anxieux maintenant qu'avant la pandémie ». Le quart des Québécois disent avoir des problèmes de sommeil depuis le début de la pandémie. Et il y a plein d'autres statistiques qu'on a mesurées qui disent que ça ne va pas si bien que ça au niveau de la santé mentale des Québécois et ça ne va certainement pas mieux qu'au mois de mars ou au mois d'avril, même que la situation s'en va. J'ai eu le plaisir de lire justement les résultats de votre recherche. Puis quand on parle des sources principales de stress ou d'anxiété, quels sont les top 3 là, que vous avez notés? Oui, la plus importante et de loin, mais ça c'est très québécois, on est très grégaire, c'est l'isolement social. Quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à voir sa famille et ses amis et de pouvoir socialiser comme on aime le faire? Ça, c'est véritablement l'enjeu numéro 1. Le deuxième, c'est quand est-ce que la pandémie va se terminer? Encore une fois, c'est la perspective de traverser tout l'hiver avec une forme d'isolement social. Déjà que l'hiver nous isole un peu, puis on en rajoute une couche. Et puis le troisième, c'est une inquiétude sur la santé de sa famille, surtout chez ceux qui ont des aînés, par exemple, qui sont en foyer pour personnes âgées, bien, on est inquiet pour eux aussi. Mais c'est de loin le fait que jusqu'à quand est-ce qu'on va me priver de pouvoir socialiser comme j'aime le faire? Écoute, aurais-tu tendance à je dirais, vouloir conseiller aux gens d'être plus attentifs justement aux gens qui sont en face de toi parce qu'on remarque, tu sais, prendre une expression connue, là, avoir la mèche courte. On dirait que notre bagage de patience, là, notre bulle de patience, pour bien des Québécois, est pleine. Alors, on est moins patient et ça n'a rien à voir avec la personne qui est en face de nous. Là, c'est notre condition d'anxiété. Alors, aurais-tu tendance à vouloir conseiller aux gens justement d'être attentifs au comportement des autres parce qu'il y a un peu plus d'impatience en ce moment au niveau des Québécois? Oui. En biologie, on dit souvent que l'être humain étant un mammifère comme bien d'autres, sa plus grande tâche dans sa vie, c'est d'essayer de réduire l'incertitude autour de lui. Mais en ce moment, on est entouré d'incertitudes. En quelque part, ça nous ébranle profondément aussi, ce qui fait qu'on va le voir dans toutes sortes de manifestations. On est plus craintif, on manque de confiance en soi. Troisièmement, on manque aussi de patience. Moi, je vais donner un peu l'exemple qu'on voit dans nos relations d'affaires aussi, c'est avant, on pouvait dire à quelqu'un, je te donne des nouvelles d'ici la fin de la semaine. On ne peut plus faire ça. C'est à quelle heure, quand. Les gens sont à ce point-là où veulent tellement réduire l'incertitude auprès d'eux
qu'ils exigent des autres, des gens avec qui ils font affaire, un standard en termes du nombre, de la qualité des suivis et du fait qu'on s'attend à ce que l'autre prenne plus le temps qu'avant. Puis ça, ben, dans un métier comme le vôtre où vous êtes toujours occupé, ben, ça en demande, c'est encore plus exigeant pour vous. Mais effectivement, ça vient du fait que toute cette incertitude-là crée un phénomène où on remet rapidement en question toutes les informations qu'on reçoit parce qu'on ne se sent pas en confiance dans le climat actuel, dans ce qui règne comme climat en ce moment au Québec. Donc, on ne remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, si je comprends bien. C'était déjà assez présent hein, avec les technologies de réduire le temps de réponse parce que les exigences sont de plus en plus grandes. Mais ce que tu nous dis, c'est que c'est encore amplifié cette année en 2020. Oui. Puis sinon, c'est de leur donner une réponse claire quant au moment où tu serais en mesure de leur revenir avec une information. On est mieux de dire, j'espère jeudi, on est mieux de dire, ça va être vendredi matin. Dans le fond, c'est d'être extrêmement clair dans ses communications, puis toujours d'utiliser ou de démontrer un niveau de confiance aussi envers l'ensemble de ce qui se déroule dans une transaction pour que, justement, la transmettre, cette confiance-là aux clients. Ça a toujours été important pour les courtiers, c'est sûr, mais encore là, on met le pied sur l'accélérateur à ce niveau-là. Parfait. Dans les thèmes que vous avez abordés, il y en a un aussi qui est extrêmement intéressant. On s'est retrouvés pour la plupart en télétravail, confinés. Donc, plus de temps. Hein? On a récupéré du temps de transport qu'on a pu faire et tout ça, moins de déplacements. Et tout d'un coup, on a peut-être développé une certaine autonomie. Je sais que vous avez mesuré ça. Qu'est-ce que vous avez observé? Tout à fait. C'est un peu l'époque du do-it-yourself, si on veut le résumer de cette façon-là. Parce qu'on passait un peu plus de temps à la maison, puis on avait un peu plus de temps à loisir. Donc, on a voulu l'utiliser. Par exemple, il y a 15% des Québécois qui, pour la première fois, ont entrepris eux-mêmes des travaux de rénovation. Il y en a là-dedans qui ne réussiront pas trop, mais en tout cas, mais les gens ont voulu faire ça. On se souvient, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, il y avait une pénurie de levure au Québec parce que les gens ont découvert qu'ils pouvaient faire eux-mêmes leur pain. Il y a eu une pénurie de pots maçons en septembre à Montréal parce que les gens ont redécouvert le fait de faire eux-mêmes leur conserve. Mais ça se traduit autrement aussi. Par exemple, la vente de semences a plus que doublé cet été au Québec. Il y a même des gens qui ont décidé de ne plus approvisionner les centres jardins en semences parce qu'ils étaient plus capables de fournir les producteurs. Parce que les gens ont redécouvert la terre, puis aussi le jardinage, il y a des facultés un peu curatives. On fait le lien avec la santé mentale, mais de travailler avec ses mains, ça fait du bien à un moment donné. C'est bon veut sortir dehors. Pour le cœur et l'âme. Et on veut sortir dehors. Aussi, on veut se réapproprier. Ben oui. Se réapproprier sa cour un peu, y passer plus de temps. Donc, tout ça a eu une influence importante sur le comportement des Québécois. Le deuxième aspect aussi, c'est ce nouveau temps-là, on l'a utilisé à découvrir des nouvelles façons de faire affaire avec des entreprises ou des services en ligne. Tu as un Québécois sur 5 qui a fait une nouvelle sorte de transaction avec sa banque qu'il ne faisait pas avant la pandémie. 30% des gens ont consulté un médecin ou un travailleur de la santé en ligne, ce qu'ils ne faisaient pas avant la pandémie. Donc, dans tout ce temps d'activité confondu, aussi, on avait plus de temps devant son écran, puis on l'a utilisé à développer une certaine autonomie, à se sentir plus habilité ou se sentir plus habile aussi au niveau numérique. Bien, justement, abordons ton quatrième thème, qui est justement l'accélération des technologies numériques. On a passé beaucoup plus de temps devant nos écrans, donc les gens sont devenus plus confortables. Qu'est-ce que vous avez vu? Bon, on a mesuré à 3 moments durant la pandémie, au mois d'avril, à la fin du mois de mai, en juillet. On a demandé aux gens, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait en ligne, une forme de transaction, acheter un produit, le ramasser en magasin, acheter un produit, le recevoir à la maison, dans tout secteur d'activité, de la pharmacie à l'épicerie, en passant par le centre de rénovation, on les a tous testés. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a 61% des Québécois qui ont fait une nouvelle forme de transaction en ligne, qui ont acheté quelque chose en ligne pour la première fois durant la pandémie. Puis on l'a vu dans des secteurs d'activité qu'on ne suspectait pas, on revient dans 2 instants ensemble. 74% des Québécois ont dit « Je fais beaucoup plus souvent des transactions en ligne comparativement à avant la pandémie ». Il y a des experts de chez Google avec qui on présentait des données ensemble qui nous ont dit on a fait un bond de 5 ans au niveau de l'adoption du numérique au Québec en 6 mois.
c'est fulgurant. Il dit, ce qu'on voit comme comportement maintenant, on l'entendait en 2024, 2025. Là, c'est arrivé en dedans de 6 mois. Puis, on le sait, quand on fait ces bonds-là vers l'avant, on ne revient plus en arrière. D'ailleurs, 81% des Québécois qui font quelque chose de nouveau en ligne depuis le début de la pandémie disent « je veux continuer après ». Donc, il n'y a pas de retour à l'ancien normal. Il y aura un nouveau normal qui va s'installer à un moment donné. Mais tu sais, quand on a découvert les voitures là, au début du 20e siècle, il n'y a pas grand monde qui sont retournés aux chevaux. C'est-à-dire que ces nouveaux comportements-là, ils les ont adoptés pour de bon. Et dans les, je dirais, vous avez testé différents secteurs d'activité. Ceux qui ont connu des plus hautes croissances, justement, de leurs transactions numériques sont quels secteurs? Bon, les trois qui ont connu là, les révolutions numériques les plus importantes, un, c'est l'alimentation. Les gens de Nielsen qui reçoivent toutes les transactions au niveau du commerce de détail en alimentation au Canada disaient qu'avant la pandémie, 2% de l'alimentation au Canada était vendue en ligne. C'est à peu près rien, là. Durant la pandémie, en juillet, 19% de tout ce qui était vendu en alimentation au Canada était vendu en ligne. Ce n'est pas juste une accélération, c'est une véritable révolution. Puis ça se divise en deux. Ceux qui commandent en ligne pour aller le ramasser en magasin ou à la porte du magasin, puis ceux qui se le font livrer à domicile. Ces deux domaines-là ont connu des bons fulgurants. Deuxième place, c'est la pharmacie. Soit qu'on commande le renouvellement de sa prescription en ligne, soit pour aller le chercher en magasin ou soit pour le faire livrer à domicile. Si vous combinez les deux formes de transactions ensemble, c'est le deuxième secteur, la pharmacie, qui a connu le changement le plus abrupt. Le troisième, c'est les centres de rénovation, les centres de jardinage. Si vous m'aviez dit en 2019, écoute, près de 1 Québécois sur 5 va acheter son plant de tomates en ligne pour aller le chercher au centre de rénovation, voyons, c'est impossible, un plant de tomates. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Si je ramène ça, Christian, à notre profession comme courtier immobilier, ce qu'on a pu observer, c'est justement quand tu dis on a fait un bond de 5 ans dans les comportements et tu dis ils vont rester là. Par exemple, tu sais que comme courtier immobilier, on favorise beaucoup les contacts humains face à face. Et je te donne un exemple où tu aurais un nouvel acheteur qui t'est référé par un de tes anciens clients qui t'appelle et qui te dit j'aimerais ça faire l'achat d'une propriété avec vous. Comment on procède? On avait souvent le réflexe de lui donner rendez-vous au bureau et de lui dire, ben, écoutez, on va faire une petite séance, 20-30 minutes. Je vais prendre en note vos objectifs, je vais vous informer sur le marché et tout ça. Ce qu'on a remarqué cette année, c'est que quand le déconfinement s'est terminé, on donnait l'option aux clients. Alors, même situation où on dit aux clients, écoutez, à votre choix, on peut se rencontrer au bureau ou on pourrait faire une session par Zoom, par ordinateur. Donc, on pourrait faire une rencontre virtuelle. Écoute, 99% des clients ont préféré Zoom. Alors, là, on pourrait dire, on est dans un contexte de pandémie, tout ça, mais ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce comportement-là, on devrait le garder à long terme, même après la pandémie, et les gens vont encore apprécier d'éviter les déplacements qui, en fait, si on veut, l'effet secondaire, c'est aussi rendre notre planète plus verte également, mais on gagne du temps aussi. On a réalisé que le temps, il est à nous. Fait que ce que tu nous dis, c'est que c'est acceptable de nos jours. Le bond de 5 ans qu'on aura fait, c'est de dire on peut faire des rencontres maintenant par Zoom sans insulter personne. Ah, pas du tout. Même, je dirais, il y a deux façons de voir Zoom. Zoom ne remplace pas le téléphone. Autrement dit, Zoom a quelque chose de nettement supérieur à l'appel téléphonique, c'est qu'on peut se voir. On parlait tantôt d'un client qui manque de patience, manque de confiance, ressent de l'incertitude. Encore une fois, si vous avez la chance de faire un Zoom de 5 minutes où on se voit, ben c'est même beaucoup mieux qu'un appel téléphonique de 5 minutes. Parce qu'encore une fois, le fait d'établir un contact visuel avec la personne, c'est tellement important. On le sait, les Québécois sont des gens qui ont l'instinct grégaire. On aime se voir. Donc, Zoom permet justement cette façon-là. Oui, ça remplace très bien une rencontre en personne, parfait, mais en plus, c'est un outil qui est supérieur au bon vieux coup de téléphone. C'est sûr que quand on a rencontré plusieurs fois, qu'on connaît son client de longue date, c'est moins important. Mais dans les premières rencontres avec un nouveau client, le fait qu'il puisse nous voir,
sourire, nous voir décrire, puis voir que le courtier s'en plein contrôle de tout ce qui se déroule dans la transaction. C'est des choses qui se voient, qui se sentent beaucoup mieux parce que la caméra est ouverte. Donc, je dirais, puis, même l'ensemble des recherches le démontrent. Nous-mêmes, dans notre entreprise, on dit toujours aux gens, quand vous parlez avec un de vos collègues, ouvrez votre caméra parce que, justement, la qualité de la relation est augmentée. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on voit dans les maisons des gens, on a accès un peu à leur intimité en même temps. Ça nous permet d'établir un contact humain beaucoup plus rapidement. Donc, profitez-en du fait que ces outils-là. Puis, dans le fond, le bon numérique que les Québécois ont fait, ça veut juste dire qu'il faut suivre. Il faut être aussi numérique que le client. Puis là-dessus, bravo. La qualité des visites virtuelles, par exemple, ça là-dessus, votre industrie a dû se tourner sur un scène, pour prendre la bonne vieille expression. C'était quand même assez surprenant à quel point on était capable de rendre une visite agréable, même si elle était virtuelle. Donc ça, ben, chapeau, là, parce que vous avez dû le faire en claquant des doigts. Tu as certainement vu les résultats. On est choyé dans notre profession d'avoir une bonne année. Ce n'est pas tous les secteurs d'activité qui peuvent se vanter de bien passer à travers cette pandémie. Nos économistes ont remarqué que je vais appeler ça le pouvoir d'achat, le revenu discrétionnaire ou les économies des Québécois avaient augmenté cette année. Comment vous expliquez ça? De plusieurs façons. Il y a des gagnants et des perdants. Il y a quand même près du tiers des Québécois qui ont dit « j'ai vécu un certain recul au niveau de mes revenus durant la pandémie », qui ont été en partie compensés par des programmes assez généreux de la part de nos gouvernements, tant mieux, les gens en avaient besoin. Mais pour tous les autres, ce qu'on a remarqué, c'est que le changement dans leurs habitudes de vie, puis aussi les contraintes que la pandémie nous imposait, en fait, ils ont réussi à se libérer une marge financière qui est quand même importante. Il y a des articles aussi en Europe qui disent la même chose. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Un, c'est que pour le navetteur, le banlieusard moyen, ben, il s'est économisé 2 heures de transport par jour. Si on est 2 dans le couple, ça fait 4 heures par jour. Ça fait de la consommation d'essence, ça fait de l'usure sur le véhicule, ça fait le dîner au restaurant, toutes les dépenses qu'on associe au fait d'aller et revenir du travail. Et ça a été majeur comme changement aussi. Deuxièmement, le fait qu'on travaillait plus à la maison pour beaucoup d'entre nous a aussi un impact sur, je ne suis pas sûr que notre garde-robe d'été, on a dépensé autant que si on avait eu à aller au travail à tous les jours comme on le faisait auparavant. Donc, on a économisé aussi sur d'autres aspects de notre consommation en tant que ménage. Plusieurs se sont même posé la question, est-ce qu'on a encore besoin de 2 véhicules? Si un de nous deux ou les deux travaillons de la maison. Puis un des secteurs, parce que pendant qu'il y a des secteurs qui vont bien comme le vôtre, tant mieux, il y a des secteurs qui vont moins bien. Le secteur de l'automobile en est un qui a beaucoup souffert durant les premiers 6 mois de la pandémie. Déjà que dans des discussions avec des gens avec qui on travaille à l'Association canadienne des concessionnaires automobiles, on s'attendait à ce que 2020 soit plus difficile. Beaucoup de calculs dans ce domaine-là sont faits avec l'âge du parc automobile. Puis les ventes avaient été tellement bonnes en 2018-2019 qu'on se disait et l'âge du parc automobile est tellement jeune en ce moment que 2020 va être plus difficile. Arrive la pandémie, et puis là, c'est la baisse du tiers du nombre de transactions dans le domaine des véhicules automobiles pour les 6 premiers mois de l'année à partir du début de la pandémie. Donc, une industrie qui a beaucoup écopé. Ça s'est replacé vers la fin de l'été, mais encore une fois, on est sous la barre des chiffres qu'on obtenait en 2019, en 2018, aujourd'hui même à ce jour. Donc, ça aussi, il y a des gens qui ont dit télétravail, on remet plus tard la transaction automobile, qui est la deuxième plus grande transaction en termes financiers là, après l'achat ou la vente d'une maison. Donc, ça aussi, c'est peut-être venu dégager une marge financière chez les clients. Et si chacun de ces clients-là, puis le troisième, j'allais l'oublier, c'est le domaine du voyage. Le 5 à 6 000 qu'on mettait sur des vacances cet été, on l'a peut-être dépensé 1 000 ou 1 500 si on est allé se promener pas en Gaspésie ou à Charlevoix. Parce que, puis même là, quand on demandait aux gens où allez-vous passer vos vacances, la majorité des Québécois nous disaient dans ma cour. Donc, essentiellement, ce dollar vacances-là, ben aussi, on a pu le récupérer. Ça a donné lieu à des dépenses nouvelles, les équipements de sport, par exemple. Si tu essayais de te trouver une planche à pagaie au mois de juillet, là, dans la région de Montréal, il y en avait plus. Donc, oui, il y a eu ces dépenses-là, mais surtout, ce qu'on a vu, c'est que les gens ont une nouvelle marge de manœuvre financière combinée avec un taux directeur qui ne peut pas vraiment être plus bas que ça.
Ça fait que les gens disent, bien, mon 200-300 $ de plus que j'ai par mois dans mon budget qu'avant, chérie, ça ne te tenterait pas telle maison dans tel secteur? Tu sais, tout ça a peut-être aussi permis aux gens de penser ou repenser là où ils habitent puis là où ils voudraient habiter aussi. D'ailleurs, on va y arriver à la toute fin quand on va parler des espaces de vie. Mais votre cinquième thème, je pense, qui est tout à fait d'actualité, on n'a jamais autant entendu parler cette année d'achat local. Oui. Comment vous expliquez ça? Bien, il y a deux phénomènes, en fait. Le premier, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise économique, parce que la pandémie actuelle vient avec une crise économique qui l'accompagne aussi, qui touche les gens différemment, mais elle est bel et bien là. À chaque fois, on a vu un peu le même réflexe. Souvenez-vous, la première campagne qu'il y avait eu au Québec s'appelait Qualité Québec. C'est arrivé en 83, tout de suite à la sortie de la récession de 82-83. C'est là que ce programme-là est arrivé. Puis à chaque fois qu'il y a eu un repli de l'économie, les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes puis à vouloir acheter local. On veut encourager l'économie locale. C'est une façon pour le consommateur de redonner à sa communauté. Ce phénomène-là aussi, on l'observe quand on parle de ces résultats-là à d'autres. Par exemple, ce serait difficile de faire affaire avec un courtier australien. On fait affaire avec un courtier qui est près de nous ou assez près de nous. Mais ce que ça veut dire, redonner à la communauté, c'est ce qu'on va s'attendre aussi de son courtier. On veut qu'il connaisse mieux que quiconque le quartier dans lequel il évolue. Même souvent, les courtiers, on l'a souvent vu, s'impliquent dans leur communauté. S'il y a une activité caritative dans leur quartier, s'il y a un organisme de charité qui demande la participation des gens, souvent les courtiers sont au premier plan. C'est bon pour leur visibilité, si oui, ça c'est parfait, mais en même temps, d'envoyer ce signe-là qu'on prend soin de sa communauté, bien, en ce moment, je pense que c'est le message que les Québécois s'attendent de voir de la part des entreprises, mais aussi des gens avec lesquels ils font affaire. Donc, encore une fois, jusqu'à quel point le courtier a l'air d'être implanté dans son quartier, ça va devenir quelque chose qui, indirectement, il n'y a jamais un client qui va vous dire « Hey, je suis venu te voir parce que tu étais là l'autre jour à l'activité de telle banque alimentaire. » Mais tout ça a un impact aussi. Puis encore une fois, c'est la connaissance donc être capable de décrire un quartier comme étant un milieu de vie, puis de raconter ce que ça veut dire habiter dans tel secteur. Ça aussi, ça va devenir important parce que dans l'œil des Québécois aussi, ce qui est autour de lui, tout près de lui, à distance de marche, de vélo, puis de quelques minutes de la maison, va devenir encore plus important. C'est donc dire que les courtiers pourraient profiter justement s'ils ont des moments de pause, des fois entre certaines transactions ou entre deux saisons immobilières, de faire des recherches pour non seulement bien connaître le quartier, ça veut dire connaître les parcs, les écoles, les loisirs, les restaurants, où sont les pharmacies, le centre hospitalier le plus près, et peut-être même d'aller jusqu'à inscrire certaines informations sur la fiche descriptive de la propriété qui va sur Centris? Oui, ce serait une excellente idée. On le voit, il y a déjà des indications sur Centris qu'on regarde, que moi j'ai regardé quand j'ai magasiné pour ma dernière transaction, les indices sur qu'est-ce qui est possible de faire à la marche, par exemple. Puis là, on donne un score qui est rattaché. Ben, en tout cas, je ne dois pas être le seul qui les regarde, là, sinon il ne serait pas là. Donc, ces éléments-là, comme tu le mentionnes, tout ce qui est partie de l'environnement de vie, ça, je pense encore une fois que c'est peut-être encore plus important que ça l'a jamais. J'en profite, si tu me permets, Christian, juste pour passer un petit message à nos courtiers. Si jamais vous n'avez pas vu toutes ces belles informations, Centris nous les a offertes il y a déjà quelques années. Alors, vous avez la chance parfois d'avoir un rendez-vous en privé avec des gens de Centris. Découvrez à l'intérieur des technologies qui sont mises à votre disposition comment vous pourriez avoir accès à toute cette information qu'on discute depuis tantôt. Alors, on arrive à ton dernier thème qu'on avait gardé spécialement pour la fin parce qu'il touche le plus l'immobilier. C'est celui où vous avez remarqué qu'il y a eu une redéfinition des espaces de vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, on le laisse en dernier, c'est plus important pour l'immobilier, mais c'est le plus important globalement. C'est la plus grande révolution. Elle est liée pas seulement, mais principalement au télétravail. 41% des Québécois ont fait du télétravail pour la première fois durant cette pandémie-là. Puis,
watch out les employeurs, 80% d'entre eux souhaitent demeurer en télétravail. Peut-être pas à temps plein. Les employeurs vont certainement vouloir qu'on revienne au bureau à un moment donné aussi pour maintenir l'esprit d'équipe. Donc, est-ce qu'on va faire du 3 jours, 2 jours, 4 jours, 1 jour? Mais on sera dans une nouvelle réalité du travail. Ce que ça a donné, cette période de télétravail-là, ou une certaine période de pause, comme vous l'avez vécu aussi pendant un certain temps dans votre industrie au printemps, c'est que, par exemple, 80% des Québécois disent « Je me soucie davantage de mon confort et de mon bien-être à la maison. » Oups! 42% ont décidé d'aménager ou de redécorer leur maison différemment durant la pandémie. 40% disent passer plus de temps pour se divertir qu'auparavant. 35% planifient faire des rénovations chez eux qu'ils ne planifiaient pas faire avant la pandémie. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps à la maison, on regarde autour de nous, est-ce que c'est le milieu de vie dans lequel je veux évoluer? Donc, ça, essentiellement, il y a bien des transactions immobilières qui sont parties d'un questionnement qu'une famille a eu durant la pandémie en étant plus à la maison. Est-ce qu'on est bien ici? Est-ce que c'est optimal l'espace qu'on a en ce moment? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce à quoi on aspire? Si vous leur donnez un peu plus de marge de manœuvre financière, bien là aussi, encore là, une fois, la prise de décision est différente. Mais ça a eu comme impact, par exemple, que cet été, juin et juillet ont été les 2 meilleurs mois de l'histoire moderne des centres de rénovation. Des ventes à tel point qu'une cour à bois qui est back-order sur des 2x4, si je me permets l'expression, on n'a pas vu ça souvent, c'est arrivé au Québec durant l'été. Donc ça, énormément de volonté de travailler sur l'espace intérieur de sa maison. Mais quand on parle de centre de rénovation, n'oublions pas la cour. Et ça, c'est un phénomène très important pour les Québécois. 46% des Québécois nous ont dit à un sondage au début de l'été qu'ils ont investi davantage dans l'aménagement de leur cour comparativement à 2019. 54% disent « J'ai l'intention d'investir plus dans ma cour l'année prochaine, en 2021, comparativement à 2020. » Donc, autrement dit, les gens, c'est pas quand on pense à une transaction immobilière, pour les Québécois, la cour n'est pas aussi importante que l'espace intérieur. Bon Dieu, c'est la mise en valeur de l'aménagement extérieur d'une maison pour un acheteur québécois, pour un vendeur québécois, c'est extrêmement important. D'ailleurs, Christian, tu me fais penser, parce qu'on parle de l'aménagement extérieur, j'ai toujours l'impression, moi, quand je suis en avion puis je reviens à l'aéroport de Dorval, puis que je compare ça, me semble, à d'autres villes où parfois on peut atterrir, on dirait qu'on a plus de piscines que les autres. Avez-vous déjà mesuré ça, le taux de pénétration de piscines par habitation? Écoute, c'est pas juste une impression que tu as, c'est tout à fait vrai. On est 23% de la population canadienne, 43% des piscines installées au Canada sont au Québec. Il y a plus de piscines, per capita, il y a plus de piscines au Québec qu'en Ontario, mais surveille bien celle-là, per capita, il y a plus de piscines au Québec qu'en Floride ou en Californie, alors qu'on n'a pas en tout le même climat qu'eux autres. Mais c'est juste pour te dire jusqu'à quel point, aussitôt qu'il y a un petit rayon de soleil, qu'est-ce que les Québécois veulent faire? Sortir dehors, sortir dans leur cours pour bien d'entre eux. Donc, ce qui fait que cet élément-là, quand on veut projeter c'est quoi vivre dans cette nouvelle maison-là, il ne faut surtout pas négliger l'aménagement extérieur parce que c'est un élément qui est très vendeur au Québec. Un phénomène qu'on a vu en immobilier aussi cette année, lorsqu'on s'est retrouvé confinés, les gens qui habitaient souvent les grandes tours de condos se sont retrouvés tout d'un coup plus à l'étroit qu'ils le pensaient. Puis je sais que vous avez fait aussi des études. Qu'est-ce que vous avez conclu, vous, là-dessus? Bon, c'est sûr qu'il y a un certain mouvement vers les banlieues, mais pas seulement vers les banlieues. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement quelqu'un de Montréal qui s'en va à Laval. Ça peut être quelqu'un de Montréal qui décide de s'en aller à Sainte-Agathe. Ça peut être quelqu'un de Montréal qui décide de s'en aller dans le bout de Sutton. Donc, ce n'est pas seulement des mouvements dans des régions immédiates, mais souvent vers des régions un peu plus éloignées des grands centres. On l'a vu, vous l'avez mesuré aussi, puis vous êtes beaucoup plus compétent que moi à ce niveau-là, Marc, mais la hausse des inscriptions aussi, qui a fait qu'à un moment donné, il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs sur le marché, parce que plusieurs remettaient en question où ils vivaient et souhaitaient apporter un changement. Ça a donné ça. Ça a donné lieu aussi à une explosion au niveau de l'achat de résidences secondaires. Ce qu'on décrivait comme étant un chalet avant
ben, il y en a pour qui ça devient ou ça va devenir la résidence principale aussi. Donc, ça a affecté l'ensemble des régions du Québec et aussi peut-être au détriment de ceux qui se disaient, ben moi, la première valeur, c'est d'être proche du travail. Ben là, cette valeur-là étant moins là durant la pandémie, on verra jusqu'à quel point, à moyen terme, il y aura si les employeurs vont vouloir que les gens reviennent aussi au bureau. On le mentionnait tantôt, on ne sait pas dans quel mais du moins à moyen et à long terme, on peut s'y attendre. Mais à court terme, la variable proximité du travail prenait une autre tournure. Effectivement, tu as raison. Je pense qu'on l'a expliqué un petit peu durant l'entrevue. On a vu des gens quitter des fois des grands centres urbains pour s'en aller un petit peu plus en banlieue ou même dans des endroits de villégiature. Mais on a vu aussi une clientèle qui disposait de plus d'argent, qui, elle, s'est acheté une maison secondaire. Puis en plus, je te dirais, puis ça, je ne sais pas si tu as vu ces statistiques-là, les propriétés de luxe ont doublé. Les ventes de propriétés de 750 000 et plus au Québec ont doublé par rapport à l'an dernier. Donc, on a des nouveaux riches quelque part. Oui, et c'est tous ces gens-là qui se sont découverts une nouvelle marge de manœuvre financière qu'ils n'avaient pas avant la pandémie. Puis c'est le changement de leurs habitudes de consommation, leurs habitudes de travail, leurs habitudes de déplacement. Il y avait dans le monde, il n'y a pas si longtemps, le taux d'épargne des Français a doublé cette année comparativement à l'année passée. Ils sont pas mal moins souvent au bistrot qu'avant. Aussi, toutes leurs habitudes de vie ont changé, puis ils se sont dégagés une nouvelle marge de manœuvre. Puis encore une fois, on le mentionnait tantôt aussi, quand vous pouvez signer pour 6-7 ans à des 1,70, à ce moment-là aussi, ben, le consommateur se dit, ben, je suis capable de m'acheter une demeure que je ne pensais pas, qui il y a 2 ou 3 ans était à ma portée. Ben, maintenant, ben, elle l'est. En conclusion, tu as été super généreux. Merci pour nous avoir partagé toutes ces données que vous avez récoltées durant l'année. Si tu avais, là, en conclusion, quelques conseils à donner aux courtiers immobiliers là, pour les mois qui s'en viennent et l'année 2021, qu'est-ce qui te vient en tête? Le premier, c'est de travailler sur l'aspect de la santé mentale des gens. Encore une fois, des clients qui manquent de patience, manquent de confiance et ont de la difficulté à travailler avec l'incertitude, puis une certaine part d'incertitude qui accompagne une transaction immobilière aussi. Donc, le rôle d'être rassurant, confiant à la place de son client et aussi de rapprocher le nombre puis le feedback qu'on donne en continu à son client est encore plus important que jamais pour établir un climat de confiance qui va vous avantager aussi à moyen terme. Deuxième élément aussi, c'est sur l'aspect technologique, c'est-à-dire qu'il faut être aussi technologique que le client. Et puis deuxièmement aussi, de toujours penser à l'aspect humain qui s'y trouve. C'est-à-dire, comme on mentionnait tantôt, privilégier Zoom, parce qu'avec Zoom, on peut ouvrir sa caméra. Parce que le client, ultimement, il veut nous voir. Donc, aussi d'établir cette proximité-là avec l'utilisation des outils technologiques. Le troisième aussi, c'est de repenser à comment les gens voient l'espace de vie parce que leur vie a changé. Est-ce que les critères qui valorisent sont différents aujourd'hui? Est-ce que le fait qu'on est plus à la maison, ben là, il faut penser, oups, ça me prend 2 bureaux, en plus de 2 chambres à coucher. Quelles sont l'évolution de mes besoins? Puis aussi repenser l'aménagement extérieur de la maison. Si on pense vendre, ben là, il faut le mettre en valeur, pour que ce soit attrayant pour un nouvel acheteur. Puis quand on présente une nouvelle propriété, il faut présenter le quartier, comme on le faisait peut-être pas autant auparavant. Puis deux, présenter aussi l'aménagement extérieur. Regarde, tu vas passer ton été dans ta cour, ben, il faut leur vendre justement jusqu'à quel point cette cour-là est agréable. Génial. Écoute, merci beaucoup pour tous tes conseils utiles. Si tu le permets, je vais juste me retourner vers notre deuxième écran pour voir si on a des questions qui s'adressent à nous durant la conférence. Alors, écoute, on a été clair, on n'a pas eu de questions en direct qui nous sont venues. J'en profite quand même pour inviter nos courtiers. Si vous en avez qui vous viennent à l'esprit dans les prochaines minutes, les prochaines heures, vous n'hésitez pas de toute façon à nous écrire sur la page Facebook de l'APCIQ. Et nous allons, d'une façon continue, aller voir s'il y a effectivement des questions qui s'adressent à nous ou à Christian, puis on va faire le nécessaire pour que vous puissiez avoir les réponses. Alors, écoutez, merci infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir accepté cette invitation. Christian, ça a été grandement utile sur plusieurs axes, pas juste immobilier, mais effectivement,
vous sondez très large avec tous les clients que vous avez. Je rappelle aux courtiers que si jamais vous voulez revoir l'entrevue, bien, vous savez que toutes les capsules vidéo Horizon sont archivées dans l'extranet de l'APCQ. Alors, il faut nous donner simplement quelques jours pour revoir celle-ci, mais vous allez être informé par courriel que la capsule est maintenant disponible. Alors, merci encore une fois, Christian. Merci à vous, courtier, d'avoir été présent et je vous souhaite bon succès dans la poursuite de vos transactions immobilières.